en fait, tu te rends compte que des fois, quand tu comprends pas la personne, c'est plus dur de lui dire j'ai pas compris parce que en fait, tu es censé parler la même langue. Et du coup, je trouve ça plus gênant. Et c'est vrai que je me suis retrouvée dans des situations des fois où j'osais pas dire là, je t'ai pas compris, et ça m'embarquait dans les trucs. Et c'était horrible. Genre, je me rappelle, tout début, donc je rencontre mes collègues et tout ici. Donc j'ai un de mes collègues qui est québécois et donc qui me raconte un petit peu ce qu'il fait au sein de l'entreprise. Et puis il me dit un mot qu'il répète souvent, et puis vraiment je comprends pas. Et à un moment je lui dis mais attends, là tu parles d'échelle. Et il me dit ah, je crois pas. Donc tu sais, un peu en compréhension, un peu gênée, tu vois. Et puis je lui dis bon non mais t'inquiète, c'est pas grave. Et il redit ce mot, tu vois. Je dis mais si, mais là t'as dit échelle, mais ça veut dire quoi? Je comprends pas. Et là le gars me dit mais trop pas, j'ai dit logiciel, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur Fille Expat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Barichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination, un mardi sur deux, en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et on l'espère va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de Fille Expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute! Bonjour à toi, chère auditrice et auditeur de Fille Expat. Ravie de savoir que tu as choisi de glisser un épisode de Fille Expat dans tes oreilles aujourd'hui. Et attention, je vais te proposer un nouvel épisode hors série aujourd'hui. Alors pourquoi j'utilise le mot hors série? C'est tout simplement car j'ai décidé de tendre mon micro à une invitée qui se trouve dans un pays que l'on a déjà abordé dans Fille Expat, mais aussi et surtout car pour la deuxième fois, je tends mon micro à une invitée qui est déjà passée dans Fille Expat et je nomme Carlyle. Salut. Ça va? Bah, très bien, et toi? Ça va. Trop contente de te retrouver derrière le micro. Et puis là, on est en face à face. En face à face, en plus, c'est ouf. Trop fort. Alors, Carlyle, si ce prénom très original ne te dit rien. D'ailleurs, je crois dans l'autre épisode, tu disais pas Carlyle, mais moi j'ai dit. Ouais, t'as utilisé Carlyle, mais tu sais, franchement, chacun choisit, fait comme il veut. Carlyle, à la base des bases, mais c'est plus francisé Carlyle. Mais si tu dis Carlyle, ça me va aussi. Voilà, j'adore Carlyle. Mais en tout cas, si ce prénom ne te dit rien, pas de panique, car je vais te faire un petit résumé de qui elle est et je vais également te mettre dans la description de cet épisode le lien vers notre première conversation que l'on a fait ensemble. Et je ne sais pas si vous entendez ma petite excitation, non, ce n'est pas la bière que j'ai en face de moi. Mais figurez-vous que Carlyle se trouve en face de moi, on l'a déjà dit, et c'est tellement rare que je me retrouve en face à face avec mon invité, et du coup, ça me fait que je suis comme une gamine dans un petit magasin de bonbons, quoi. Est-ce qu'on ne craquerait pas Ouais, d'ailleurs, c'est dommage, on a des canettes, sinon ça aurait fait cling. On vient de craquer, pour info. Bonne petite bière du Québec. Oups, je vais dire qu'on est, c'est pas grave. Et ce qui est fou, c'est que lors de notre premier enregistrement, qui remonte à octobre 2020, je me trouvais dans une chambre d'hôtel en plein road trip en Gaspésie, qui se trouve donc au Québec pour ceux qui ne connaissent pas. Et elle se trouvait à Taïwan. Donc on avait, je sais plus combien d'heures de décalage horaire, mais c'était énorme. Toi, tu y étais depuis plus d'1 an. Tu étais avec ton copain et tu avais décidé d'aller y vivre après une expérience à Pékin. Et tu avais réussi à décrocher un travail depuis Paris. Donc je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode si vous voulez en apprendre plus sur Taïwan, mais aussi comment elle a réussi à décrocher un job depuis la France. Et moi, je me souviens qu'une fois que j'avais raccroché avec elle, j'avais définitivement regardé le prix des billets d'avion pour Taïwan parce que c'est vraiment une île qui donne trop envie. C'est clair. Est-ce que tu l'as réécouté, toi, cet épisode? Alors, c'est vrai que entre-temps, non. Je dirais non. Mais pour préparer un petit peu ma venue d'aujourd'hui, je l'ai réécouté un petit peu hier. Et ça m'a fait bizarre parce que je me suis vraiment retrouvée projetée à l'endroit même où on s'était appelés. Donc, on avait 12 heures de décalage. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué à ce moment-là. Je me souviens, ouais. Donc, voilà, j'étais dans mon petit studio, là. Et j'ai trouvé l'expérience super cool. Et c'était 1 heure où on avait bien rigolé, je crois. Malgré les décalages et je sais qu'on avait aussi sons. des petits problèmes d'internet. Enfin, oui. Moi, je me souviens parce que dans mon hôtel, c'était pas top la connexion. Et puis en plus, la Gaspésie, voilà. Mais on avait réussi. Et puis en plus, je crois qu'on se connaît. Enfin,
le podcast, il venait tout juste de sortir, ou peut-être pas. Donc, moi, Ouais. j'avais super apprécié que tu me fasses confiance là-dessus parce que du coup, Fille Expat, il était encore. C'était un bébé, quoi. Un petit bébé. C'est ça. Mais du coup aussi, ce qui est trop drôle, je vais te faire réécouter une chose que tu as dit à la 20e minute et qui... Enfin, moi, j'en reviens toujours pas. Donc, attention, je vais lancer l'extrait. J'ai la personne qui est venue me ramener le portefeuille chez moi, en fait. Mais non. Je m'étais même pas rendu Sympa. compte que je l'avais perdu. Et il y avait tout dedans. Ah ouais, Donc, c'est trop sympa. Ah ouais, c'est ça. Il faut que j'habite au Canada prochainement. Ouais, non, mais c'est... Prochaine destination. Et aujourd'hui, c'est ta prochaine destination puisque tu es ici. J'ai écouté, je crois, mon cœur au moment où on en a discuté, tu vois, ça m'a fait un petit flash. Mais oui, c'est ouf. C'est ouf. C'est vraiment dingue. En plus, enfin, à ce moment-là, je pensais déjà pas du tout à une prochaine destination. Le Canada, ça avait toujours été, on va dire, un rêve d'enfant, mais sans vraiment trop m'y projeter. Et du coup, c'est dingue de réécouter ce passage-là parce que c'était vraiment pas du tout un projet à la base. Et tu vois, comme quoi le destin. C'est Il y a clair. peut-être eu un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, tiens. Mais c'est faux, oui, parce que je me souviens lors de notre conversation, tu vendais du rêve avec Taïwan, t'étais Ouais. vraiment, t'avais l'air vraiment d'apprécier ce pays. Mm. Mais du coup, là, ça fait combien de temps que t'es ici? Là, ça fait 10 mois à peu près, bientôt 1 an. Ouais, donc il n'y a pas eu grand-chose entre le moment où on a enregistré octobre 2020 Ouais. et le moment où t'es arrivé. Oui, au final, en fait, il me semble que c'était quand même à la réflexion de partir à un moment donné de Taïwan, d'un commun accord avec mon copain. Parce qu'à ce moment-là, il y avait le Covid, comme tout le monde le sait, que du coup, ma famille, mes amis n'ont pas pu nous voir, que nous-mêmes, on ne pouvait pas forcément rentrer, parce que notamment mon copain avait un PVT, et à ce moment-là, s'il sortait du territoire, il ne pouvait pas rentrer. Ok. Donc c'était un petit peu bloquant à ce niveau-là. Et puis j'ai eu des petites mésaventures avec mon contrat de travail et mon boss à Taïwan. Et en fait, tous ces petits trucs mis bout à bout, le fait que je voulais peut-être revoir ma famille, même mes grands-parents qui commençaient à être un peu vieillissants, etc. Et le fait aussi que donc, Alex, mon copain, n'avait pas forcément réussi à trouver un travail sur place dans sa branche. Il est data analyst et tout le monde disait non mais il va trouver facilement et tout, et c'est vrai que le marché du travail est assez saturé quand même à Taïwan, et il faut aussi le répéter, le fait de pas savoir parler mandarin, forcément c'est un frein. Alors tu peux trouver un travail en parlant uniquement anglais, il n'y a vraiment pas de problème, mais c'est vrai que ça va pas t'ouvrir des portes, c'est sûr, quoi. Donc on a vraiment eu une réflexion au bout d'un an et demi avec le Covid, le fait que ça s'arrangeait pas, qu'on était un peu coincés. Mon travail qui tourne autour de l'international était aussi un peu... Enfin, je cherchais un petit peu ce que je faisais, puisque mon travail même, c'était de pouvoir voyager, de rencontrer des clients à l'international. Donc un peu, on a un peu réfléchi, puis on s'est dit que ça serait peut-être mieux de rentrer en tout cas en France pour reconstruire ensemble un projet d'expatriation dans un autre pays, quoi. En plus, je me souviens de cette conversation parce que moi, j'avais dû rentrer en France alors que c'était pas prévu en novembre 2020. Et je me souviens qu'on s'était écrit et que tu m'avais dit alors comment ça se passe pour toi le retour, etc. Parce que nous aussi, on va certainement rentrer. Mais du coup, vous êtes rentré à quel mois exactement? Alex est rentré donc en novembre, et moi le temps de terminer mon travail, j'avais 2-3 trucs à régler au niveau administratif vu que j'avais mon permis de travail là-bas et que j'étais en contrat local, etc. Donc moi finalement je suis partie 1 mois après, en décembre, donc juste avant Noël. Donc on est vraiment parti juste après, quoi. Parce que ça a été un concours de circonstances, qu'il y avait Noël, que ça faisait encore une fois 1 an et demi qu'on n'avait pas vu notre famille, etc. Donc que mon contrat se terminait vers là aussi, donc ça a été vraiment juste après finalement. Ouais, c'est à peu près au même moment en fait. Ouais, mais c'est bien parce que d'un côté, je pense que des fois, ça sert à rien de trop réfléchir et puis vous avez écouté un peu ce que vous ressentiez et c'était le bon moment. Et du coup, vous êtes rentré en France combien de temps? On est rentré en France en tout, il me semble que ça... donc en décembre, et tu vois, on est reparti là au Canada en septembre. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de... vous êtes rentré, est-ce que vous êtes pris un appart, vous êtes retourné chez vos parents? Comment ça s'est passé? Alors, le retour chez les parents, On en parle? c'est sympa, on va dire, le premier jour. Mais après, c'est vrai que quand tu as eu l'habitude de ton indépendance, d'avoir ton chez-toi, etc. En plus, il y avait aussi, il y avait encore le couvre-feu, donc on pouvait pas se voir à certains moments donnés. Puis, en fait, chacun a son rythme et sa vie. Donc toi, tu rentres dans la vie de ta famille, et en fait, il faut aussi que tu t'accordes avec eux. Tu peux pas faire tout ce que tu veux de ton côté. Ils travaillent, ils ont leurs horaires pour manger, pour dormir, etc. Donc, tu dois t'accorder avec eux. C'est pas... Et donc, c'est vrai que c'est assez marrant parce que
j'ai eu quand même bien 3 mois d'acclimatation avant de m'accorder avec ma famille, tu vois, le fait de faire à manger, qui, quand, les tâches, etc. Et c'est vrai que ça a été source de certains conflits au début. Et ouais, je pense que ça a bien pris 3 mois et tout, avec quelques petites crises quand même, il faut se le dire, pour que chacun en fait se réhabitue à la vie des autres, au comportement des autres. Du coup, je trouve que c'était beaucoup plus harmonieux au bout de 3 mois. Mais ça a été un travail quand même. Alors qu'au contraire, mon copain, pour le coup, lui, c'était la première fois qu'il partait à l'étranger. Donc je pense que tu avais aussi ce fait il était parti pendant 1 an et demi. Et sa famille était super contente qu'il revienne. Et puis lui aussi, quoi. Donc il a beaucoup plus, on va dire, embrassé ce retour. Plutôt que moi, en fait, je pense que j'avais cette idée de vouloir repartir directement, que je me sentais un petit peu coincée et qu'il fallait aussi qu'on s'accorde tous ensemble, et c'était plus compliqué que ce que j'avais imaginé au final. Je pense que toi et moi, on a eu le même souci, parce que moi aussi, du coup, j'ai dû rentrer chez mes parents, et ça a été aussi grosse source de conflit. Je me souviens qu'on a eu un très gros clash à Noël 2020, et je pense que maintenant, tu vois, à refaire, si j'avais su, peut-être que quand j'étais arrivée, j'aurais peut-être posé des questions du style, enfin c'est des questions on peut pas savoir en avance, mais je pense que je leur aurais demandé, ok, quelles sont vos habitudes, quelles sont peut-être les choses qui risquent de créer des conflits que vous supportez pas, enfin je sais pas, un verre qui traîne, ou par exemple, ouais, il faut manger à 19h, ou enfin, des trucs cons, tu vois, mais moi je vis un peu en mode, enfin je fais ce que je veux quand je veux, je regarde pas quelle heure il est, si j'ai faim je mange, enfin tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que moi, mes parents, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais ils ont une certaine routine, et c'est vrai que là, on arrive dans leur routine, et nous, on se dit, ouais, mais ils doivent être contents, je suis ici, et tout ça, et au final, non, ça se passe pas comme ça. Donc, si tu nous écoutes et que tu rentres chez tes parents, et peut-être une conversation. C'est ça, communique bien avec eux, mais en tout temps, quoi. Essaye, même quand il y a un petit truc qui te fait chier, ou que tes parents, d'ailleurs, les parents, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas et tout, en parler directement, parce qu'en fait, c'est des visions après qui sont différentes. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, toi et moi, on est adultes, et du coup, on s'est construit indépendamment de eux. Donc, comme tu dis, ils ont leur routine, et puis ils ont peut-être un degré aussi pour le rangement, pour plein de choses que toi, t'as pas forcément, parce que tu t'es construit différemment de ton côté, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que la communication, mais dans toute chose. Hein, et de la communication non violente. Parce que moi, c'était ça aussi un peu le souci. Okay. J'ai énormément de difficultés quand la voix, elle commence à être élevée, tu sais, où tu sens que ça commence à devenir une engueulade. Moi, j'ai tendance à vraiment me braquer parce que j'aime pas, en fait. C'est pas que ça me met mal à l'aise, c'est juste que je vois pas où est-ce que ça nous mène de se crier dessus, en fait. C'est pour moi, on est des adultes, et même je me souviens avoir fait cette réflexion. Je ne suis plus une ado. Je sais que là, je suis revenue ici et je peux paraître comme une ado. Mais il y a quand même plus de 10 ans, 20 ans qui se sont passés depuis le moment-là. Et des fois, j'avais le sentiment qu'on me parlait pareil que quand j'avais 14 ans. Ouais. Sauf que je n'ai plus 14 ans. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça, c'est un bon message aussi s'il y a des parents qui nous écoutent. C'est aussi, de ne pas nous revoir comme des enfants, et peut-être justement avoir vraiment un dialogue ouvert et ne pas attendre d'être, tu vois, dans un état où on en a marre pour commencer à ouvrir ce dialogue, parce que là, on aura déjà atteint un point de non-retour. Exactement. Et je trouve ça dommage. Donc, du coup, toi, t'as quand même tenu 3 mois. Moi, j'ai tenu 2 mois. Et là, un jour, après une engueulade, j'ai fait bon, je vais prendre mon billet d'avion. Au final, j'ai tenu plus longtemps que ça, parce qu'en fait, ça a mis vraiment 3 mois dans ma perception. Après, peut-être que mes parents l'ont vécu différemment. Pareil, j'ai une petite sœur et mon frère, c'était peut-être complètement différent, mais c'est vrai que des petites attaques comme ça tous les jours, avec des non-dits derrière, sans que ce soit très clair sur qu'est-ce qu'on reproche, du pourquoi, du comment, d'expliquer les choses, en fait, parce que c'est une routine, mais que toi, tu la comprends plus. Ça a vraiment mis 3 mois à ce qu'on en discute, avec certaines crises, justement, qui ont amené à des dialogues un petit peu de sourds, à des non-dits et tout, alors qu'en fait, je pense qu'on aurait pu en discuter en amont, calmement, et je pense qu'on aurait pu mettre à plat quelques trucs, je pense. Donc oui, et au final, je suis quand même restée chez eux, parce que, en fait, on est revenu, on vient d'un petit village dans la Drôme. Et vu que dans mon idée, c'était vraiment de repartir, vraiment, j'avais pas dans le projet de rester en France, je m'étais dit, je vais essayer de garder mon argent de côté, on va dire. Ça nous permettait de voir notre famille, parce qu'on était tous les deux proches l'un d'autre, et tout en se voyant tous les deux, sans avoir besoin de prendre un appartement, parce que je trouvais qu'à ce moment-là, c'était un peu une dépense inutile, sachant qu'il y avait le Covid, le couvre-feu et tout. Je me disais, en fait, t'as même pas forcément de liberté aujourd'hui à avoir ton propre appartement que tu vas payer. Enfin bref, donc... Ah non, je te suis, c'est une dépense inutile. Mais par contre, parce qu'à ce moment-là, tous les deux, vous n'aviez pas de travail. Voilà, c'est ça. Ouais, donc vous aviez le chômage quand même, ou quelque chose ? Moi, j'avais le chômage. Ok, cool. Ouais.
que j'ai réactivé et tout en rentrant. Et donc, mon copain, non. Donc, en fait, quand on est revenu en France, avant de revenir, d'un commun accord, on s'était vraiment dit, là maintenant, on revient en France pour retrouver notre famille, passer du bon temps, etc. Les fêtes de Noël et tout, c'était vraiment, c'était super chouette parce que, encore une fois, ça faisait un bout de temps qu'on n'était pas rentrés. Et l'idée, c'était de construire notre projet. Et d'ailleurs, je fais un lien avec le dernier podcast que tu as sorti avec Oriane, qui est quand tu es avec un compagnon, de pouvoir créer ensemble un projet d'expatriation, c'est vraiment important. Et en fait, je pense que autant la première fois quand je suis partie à Taïwan, c'était mon projet et il m'a suivi parce qu'il avait envie de découvrir, mais à la base, c'était entre guillemets mon projet. Autant là, on a essayé vraiment de construire un truc ensemble avec ce qui pourrait nous faire plaisir et surtout lui donner la possibilité de trouver un travail dans un autre pays, quoi. Donc en fait, d'un commun accord, on s'est dit qu'on avait listé des endroits qui nous plaisaient plus ou moins. Donc le Canada est arrivé en premier, encore une fois d'un commun accord, si tu veux. Moi, je pense que j'ai toujours l'Asie dans mon cœur, mais c'est vrai qu'il faut aussi que je prenne en compte ses besoins, ses envies de découverte. Et c'est vrai que le Canada me plaît aussi énormément. Donc il y avait ça, il y avait l'Europe, Berlin, etc. Et donc il a commencé à entamer ses recherches quand il est rentré en France pour trouver un VIE dans un de ces pays qu'on avait validé ensemble, on va dire. Parce que du coup, comment tu choisis un pays en fait? Est-ce que ça va être des critères climatiques, des critères de facilité d'intégrer le pays? C'est une bonne question. Je pense que j'avais vraiment pas d'idée précise en tête sur quelle est ma prochaine destination. Du coup, encore une fois, on s'est posé en disant qu'est-ce qui nous plairait. Au début, on était parti sur l'Europe du Nord. Je pense il me semble qu'on avait regardé peut-être le Danemark, Norvège et tout, parce que en plus t'as un peu dans ton imaginaire l'idée que tu sais ils sont super heureux là-bas, que la vie est vraiment chouette et tout. Et du coup on s'était quand même un peu renseigné et on s'était rendu compte que c'était pas si facile que ça au niveau de l'intégration pour trouver du travail, qu'il fallait quand même souvent que t'apprennes la langue, quoi, que c'était pas tout rose derrière ce qu'on imaginait. Donc on avait quand même fait quelques recherches. Écouter des podcasts, exactement, pour des retours d'expérience, etc. Et c'est vrai que au final on s'était dit on s'était arrêté sur le Canada et Berlin parce que j'étais déjà allée à Berlin et que j'aime beaucoup cette ville, et le Canada et précisément Montréal parce que ça nous permettait de voyager, de découvrir vraiment un pays tout en ayant la langue française, un pays francophone, on va dire. Parce que pour le coup, je pense que mon copain à l'époque se sentait pas vraiment légitime d'aller dans un pays anglophone, sachant qu'il ne maîtrisait pas encore vraiment la langue. Donc il s'était dit ça peut être un bon compromis d'aller de chercher à Montréal un VIE dans une entreprise française avec son expérience. Et que ça serait peut-être plus simple pour trouver un travail. Donc ça a été amené comme ça en fait, la réflexion, on va dire. Ouais, parce que j'allais te la poser la question, puisque le Canada c'est quand même très grand, donc pourquoi le Québec? Mais du coup tu as répondu. Ouais, c'est ça, oui, du coup c'est exactement ça en fait. Pourquoi on était quand même ouverts. Enfin, je pense qu'à la toute base, moi je pense que j'aurais préféré peut-être plus du côté ouest, Vancouver, etc. Parce que déjà c'est anglophone et que du coup j'imagine que la culture est un peu plus différente. Et aussi parce qu'il y a des liens très très forts avec la communauté asiatique et notamment la communauté chinoise. Qui est énorme là-bas. Oui, je crois qu'à Vancouver, je sais pas si je dis, c'est 70% d'asiatiques. C'est un truc, on y allait il y a pas longtemps et même quand t'es pas dans le centre, même quand t'es pas dans Chinatown, tu vois des écriteaux de partout en chinois, en mandarin, c'est assez impressionnant. Mais d'ailleurs, on a mangé dans des trop bons restos là-bas chinois, quand même. Fallait pas louper. T'as eu ta petite dose. Ouais, grave. Yes. Ça y est. Ça va, il y a de quoi faire aussi à Montréal quand même. Oui, c'est vrai. Mais là, je m'étais dit, attends, avec cette communauté-là, on peut pas ne pas y passer. Donc c'est vrai que moi, stratégiquement parlant, c'est peut-être plus le côté anglophone, côté ouest, et mon conjoint peut-être plus Montréal, parce que, encore une fois, francophone, etc. Mais après, on regardait un peu toutes les opportunités, et donc le VIE. Est-ce que tu veux que j'explique le VIE ou en fait, le VIE, on peut dire brièvement ce que c'est, mais comme on a plusieurs épisodes dessus, qui traitent du VIE. Bon, très rapidement, c'est un programme français qui permet à des jeunes pros, jusqu'à, ça doit dépendre, mais en gros 28-30 ans, de s'expatrier dans une entreprise française qui a du coup des filiales à l'étranger. Et c'est vraiment cool. Et pour l'entreprise française et pour le jeune professionnel, parce que en fait tu es chapeauté par Business France et ça te permet au niveau administratif faire tes demandes de permis de travail, du côté d'entreprise aussi, c'est très facilité on va dire, et puis ça fonctionne très bien dans plein de pays, donc il y en a beaucoup notamment au Canada et justement beaucoup plus à Montréal que de l'autre côté en fait.
Parce que je pense qu'il y a plus d'entreprises peut-être françaises qui sont implantées à Montréal, je ne sais pas. Mais C'est possible, ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez simplement regardé les annonces que vous voyez sur le site de Business France? ouais, Ouais. concrètement c'était ça. Donc dans un premier temps, mon copain il cherchait vraiment sur le site ce qui pouvait lui plaire. Et c'est vrai que ce qui ressortait la plupart du temps c'était vraiment des VIE à Montréal, quoi, il me semble. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Au final, au bout de quelques temps, il a réussi à décrocher un VIE. Donc il a commencé à travailler pendant quelques mois en France. Et moi de mon côté, l'idée de base c'était de me raccrocher donc à son permis. Tu peux faire une demande de conjoint de fait qui te permet en fait d'avoir un permis de travail ouvert et donc de travailler dans n'importe quelle entreprise une fois que tu es sur le territoire. Donc j'avais monté un peu mon dossier et tout en me disant comme ça je verrai sur place. J'avais commencé à faire du réseautage pour voir un petit peu s'il y avait des opportunités. Je voulais à la base quelque chose qui soit lié avec l'Asie, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'à Montréal, ça, c'est très vite. Enfin, il y a beaucoup moins d'opportunités, encore une fois, qu'à Vancouver. Du coup, je regardais un petit peu, mais sans vraiment me prendre la tête. Et c'est vrai que donc, quand il a commencé à travailler, tu vois, sur les mois qui se sont écoulés, je regardais quand même les VIE parce que ça reste un très bon deal quand même, faut se le dire, parce que t'es protégé, t'as ton assurance, t'as tes 5 semaines, exactement, tes 5 semaines de vacances qu'ici, tu n'as pas forcément, il faut le dire. Donc voilà, et puis bon an mal an, j'ai trouvé un VIE. D'une entreprise française qui travaille dans le domaine de l'énergie. Et c'était plus, on va dire, un tremplin où je me disais, comme ça, j'arrive avec un travail et puis sur place, à la limite, je pourrais en trouver un autre, peut-être plus en relation avec l'export ou l'Asie, quelque chose comme ça. Et il s'avérait que le travail que je fais actuellement me plaît énormément. Donc je suis toujours là-dedans. Et voilà, donc ça s'est enchaîné comme ça, en fait, on va dire, notre réflexion et notre projet d'expatriation jusqu'au départ. C'est fou parce que je me dis, il doit quand même y avoir beaucoup de candidats qui postulent pour un VIE à Montréal et que vous ayez tous les deux trouvé une opportunité. C'est vrai. T'as jamais demandé à ton entreprise s'il y avait eu plusieurs candidats ou des choses comme ça? Ah ouais, oui, il me semble qu'il y en avait plusieurs. En fait, pour mon cas, je savais que je cochais pas mal les cases parce qu'en fait, l'offre en elle-même correspondait vachement avec ce que j'avais fait à Taïwan. Ok. Genre, j'avais vraiment déjà l'expérience, quoi. Le fait en plus d'avoir été expatriée, etc., de parler anglais, machin. Donc, je pense que ouais, tu vois, je collais presque à 100% au truc, tu vois. Donc, Ok. tu sais, ils m'ont rappelé direct, même en avance. Je sais même pas s'ils ont fait passer tous les entretiens en fait à tout le monde parce qu'ils se sont dit le profil correspond, quoi. Ouais. Et après pour Alex, alors il a postulé quand même à différentes entreprises. Et là, l'entreprise où il était recruté un petit peu quand même. Enfin, je sais qu'au moment où lui il a été recruté, il y a une autre personne, pareil avec un profil un peu data analyst, qui a été recrutée au même moment. Donc ouais, après c'est vrai qu'on a eu de la chance, mais au final il y en a quand même pas mal des VIE, je trouve. Après c'est peut-être parce que je suis dans la communauté ici et que je côtoie des Français et tout qui ont le même âge et du coup qui sont plus ou moins en VIE aussi. Mais t'as quand même pas mal d'opportunités, quoi. Ok, c'est bon à savoir. S'il y en a qui cherchent des VIE et que le Canada vous intéresse, go Montréal. Et donc du coup, ensuite, j'imagine que vous avez cherché un logement, etc. Ça, on va peut-être pas revenir dans tous les détails de tout ça. Mais j'avais préparé une question pour toi, c'est... Est-ce que tu dirais que ton expatriation à Taïwan t'a appris des choses qui t'ont permis de vivre, peut-être pas une meilleure installation, mais une installation différente quand t'es arrivé au Canada? Je pense que en premier lieu, le fait d'avoir été expatriée dans des pays où la culture est quand même vraiment totalement différente m'a vraiment fait relativiser sur l'expatriation au Canada. Pas que je dirais pas du tout que c'est plus ou moins difficile, mais c'est vrai que moi, dans ma tête personnellement, c'était beaucoup plus simple. Donc en plus, j'ai l'impression que quand tu parles du Canada, il y a toujours une personne qui connaît une personne sur place. C'est fou. Déjà la communauté française ici, mais en règle générale, quoi, dès qu'on en parle, c'est moi, oui, j'ai mon cousin lointain qui s'est installé, machin. Et du coup, c'est vrai que Alex a une partie de sa famille qui habite à Montréal. Donc, on est arrivés, ils nous ont accueillis comme des rois. Ils sont même venus nous chercher à l'aéroport. Enfin, des trucs que nous, quand on est arrivé à Taïwan, on n'a pas du tout eu. Et en plus, la barrière de la langue, le fait qu'il fallait on devait trouver un appart en 2 semaines là-bas parce que sinon je pouvais pas valider mon permis. Enfin, toutes ces questions-là ont fait que ça a été assez stressant en arrivant. Alors qu'ici, on était accueillis comme des rois. On pouvait loger chez eux avant de trouver un appartement. Donc je pense que ça m'a vraiment permis de relativiser sur beaucoup de choses. Et après, ce que ça a pu m'apprendre... ah oui, si, un truc que j'ai appris, mais peut-être trop tard. Du coup, conseil.
Essayez de récupérer tous les documents possibles qui vont vous permettre plus tard de monter un dossier. S'entend par exemple les casiers judiciaires. Donc si tu vis dans d'autres pays, tu as forcément un casier judiciaire, pas que tu aies commis une faute, mais bon, tu es inscrit dans leur base de données. Et c'est vrai que notamment pour le Canada, ils le demandaient pour moi, parce que ça faisait... En gros, il faut que... Ils te le demandent si tu as vécu plus de 6 mois dans un pays d'une certaine liste. Et en gros, c'est les 3/4 des pays dans le monde, enfin, je crois. Donc, du coup, j'ai dû fournir celui de Taïwan et de la Chine. Mais c'est vrai que si je l'avais su plus tôt, bah, sur place, je l'aurais directement pris, quoi. Parce que là, du coup, c'était un petit peu galère, quoi. Ouais. Donc, je pense que ce que ça m'a appris entre-temps, c'est qu'il faut être patient dans tous les cas au niveau administratif. C'est partout pareil. Je pense que c'est pire au Canada, mais c'est quand même partout pareil. Et récupérer tous les documents possibles et inimaginables parce que ça peut servir vraiment. Pour la Chine, quand tu demandes ton casier judiciaire, en gros, ils te demandent un petit papier que tu vas chercher. En fait, dès que tu rentres sur le territoire, il faut que tu ailles en informer à la police de ton quartier, comme quoi tu es de retour. Et en fait, tu as un petit papier un peu de merde écrit en chinois en disant « Coucou, t'es rentré tel jour en Chine ». Et pour demander du coup mon casier judiciaire en Chine, il fallait ce petit bout de papier. Mais tu sais, c'est vraiment un truc sur un feuillet... Enfin, c'est même pas un truc officiel, quoi. Et tu vois, je l'avais gardé dans mes papiers, je sais pas comment. Et ça va que je l'avais parce que sinon, j'aurais pu peut-être, en tout cas, plus galérer pour avoir mon casier judiciaire en Chine. C'est fou. Mais moi, je me souviens aussi, je m'étais impressionnée parce que j'avais acheté, tu sais, une espèce de pochette là où t'as différents compartiments. Ouais. Et j'étais méga organisée à l'époque, tu vois, genre, tout était rangé par truc. Et donc, du coup, pareil, à un moment donné, j'ai dû. Et j'avais tout organisé. En fait, je pense qu'intérieurement, je savais qu'un jour, j'allais avoir besoin de tous ces trucs. Mais c'est que tu t'organises après naturellement. Mais même, tu vois, là, par exemple, des fois, on va te demander par le diplôme de ton bac, les notes. Moi, je me souviens, on m'a demandé aussi les notes de mon DUT. Ah ouais. Alors que je suis allée en école d'ingénieur, parce qu'on s'en fout du DUT, en fait. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça où... Après, par exemple, pour les États-Unis, c'est aussi un conseil. Pour ceux qui ont vécu aux États-Unis, c'est pas pour ce que tu as dit, le background check. Je sais même plus comment on dit. Moi, c'était le casier judiciaire. Casier judiciaire, donc le casier judiciaire aux États-Unis, c'est pas le casier judiciaire de l'État où tu as vécu, mais c'est de tous les États-Unis. Donc là, il faut contacter le FBI. Donc moi, j'avais dû faire des empreintes dans un office qui est officiel pour prendre des empreintes, envoyer une lettre au FBI, enfin bref, tout un truc. Mais le truc qui est cool, c'est que de nos jours, il y a tellement de groupes Facebook ou de personnes avec qui on peut échanger que soit ça peut être intéressant de savoir un peu... c'est regarder en amont, ces choses, c'est clair, c'est clair. Et qu'est-ce que tu dirais, quelles sont les 3 différences majeures entre le mode de vie à Taïwan et au Québec, plus d'un point de vue perso, tu vois, pas pro. Je viendrai après au niveau du pro. Bon, première différence, clairement, c'est la langue. Mais pas dans le sens où on s'imagine. C'est-à-dire que je parle mandarin, je suis pas bilingue, mais du coup j'arrivais quand même à me faire comprendre à Taïwan, il n'y avait pas trop de problème, on va dire. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça peut être un problème d'être dans un pays francophone. Je m'explique. Moi, je sais déjà ce que tu vas dire. C'est qu'en fait, je trouve que c'est plus dur. Quand t'arrives, t'es forcément un peu déboussolé par l'accent, il faut le dire. Franchement, moi encore aujourd'hui, je galère et apparemment t'as l'accent qui est plus ou moins lissé quand t'es à Montréal. Les Québécois ont quand même un accent un peu plus lisse que quand tu vas, je sais pas, dans un trou paumé, un peu en campagne, quoi. Ce qui m'est arrivé il y a 2 jours. Je te raconterai après. Carrément. Mais c'est vrai que, en fait, tu te rends compte que des fois, quand tu comprends pas la personne, c'est plus dur de lui dire j'ai pas compris parce que, en fait, tu es censé parler la même langue. Et du coup, je trouve ça plus gênant. Et c'est vrai que je me suis retrouvée dans des situations des fois où j'osais pas dire là, je t'ai pas compris. Et ça m'embarquait dans les trucs. Et c'était horrible. Genre, je me rappelle, tout début, donc je rencontre mes collègues et tout ici. Donc j'ai un de mes collègues qui est québécois et donc qui me raconte un petit peu ce qu'il fait au sein de l'entreprise. Et puis il me dit un mot qu'il répète souvent et puis vraiment je comprends pas. Et à un moment je lui dis mais attends là tu parles d'échelle. Et il me dit crois pas. Donc tu sais un peu en compréhension, un peu gênée tu vois. Et puis je lui dis bon non mais t'inquiète c'est pas grave. Et il redit ce mot tu vois. Je dis mais si mais là t'as dit échelle mais ça veut dire quoi? Je comprends pas. Et là le gars me dit mais trop pas, j'ai dit logiciel tu vois. Et ici ils disent ichiel mais vraiment un truc comme ça tu vois. Et encore aujourd'hui quand il le dit ça me fait trop rire parce que... Et du coup on s'est regardé les deux avec des yeux de merde en mode oh là là mais c'est quoi genre trop gênant. Et moi j'étais super gênée. Et il y a plein de situations comme ça et tout, enfin bref. Donc finalement c'est la langue qui peut être ton amie mais des fois pas trop parce que on a quand même clairement des différences au niveau de l'utilisation du vocabulaire et puis surtout de l'accent. Alors tu t'y habitues mais c'est vrai que ça a été un peu...
ça a été un peu marrant au début, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupée à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. À très vite!